Voici une vidéo pour débuter de manière ludique en processing, en apprenant à dessiner. Avant de parler des fonctions que nous allons utiliser pour dessiner en processing, regardons le référentiel de la fenêtre de dessin. Ce référentiel est utilisé pour positionner les différents objets graphiques que nous souhaitons afficher. Il a pour origine le coin supérieur gauche de la fenêtre de dessin. L'axe des abscisses est orienté vers la droite, alors que l'axe des ordonnées est orienté vers le bas. Voici l'exemple de 3 points qui seraient affichés dans la fenêtre avec leurs coordonnées. Vous pouvez constater que plus la valeur du x est élevée, et plus le point se situe vers la droite. De même, plus la valeur du y est élevée, et plus le point est positionné vers le bas du référentiel. L'unité utilisée est le pixel. C'est l'unité de base pour afficher un point à l'écran. Il est possible d'associer une couleur à chaque pixel de l'écran. Un pixel est indivisible. Par conséquent, les nombres que nous utiliserons pour définir les formes géométriques devront être des entiers positifs. Voici un premier exemple pour créer simplement une fenêtre en processing. Sur la gauche, voici l'outil que vous utilisez pour coder en processing. C'est sur une fenêtre d'édition telle que celle-ci que vous pourrez écrire votre programme. Pour ce programme, la fonction size est la fonction à utiliser pour créer une fenêtre. Les deux valeurs liées à cette fonction sont la longueur et la hauteur de la fenêtre que vous souhaitez créer. Une fois que cette fonction est saisie, vous pouvez utiliser le bouton Play qui se situe juste dessus. L'appui sur ce bouton exécutera votre programme et vous pourrez voir le résultat s'afficher. Dans notre cas, le résultat est affiché à droite. Voyons maintenant la création de formes simples. La première est la ligne. Pour créer une ligne, il vous suffira de saisir line et de lui donner entre parenthèses les coordonnées des deux points constituant les extrémités de cette ligne. La seconde forme est le rectangle. La fonction à utiliser pour créer un rectangle est la fonction rect. Par défaut, les deux premières valeurs données à la fonction sont les coordonnées du coin supérieur gauche du rectangle. Les troisième et quatrième valeurs sont respectivement la longueur et la hauteur du rectangle. Enfin, pour créer une ellipse, la fonction à utiliser est la fonction ellipse. Par défaut, les deux premières valeurs données à la fonction sont les coordonnées du centre de l'ellipse. Les troisième et quatrième valeurs sont respectivement la longueur et la hauteur de l'ellipse. Il existe différentes manières de créer des rectangles et des ellipses. Pour pouvoir changer la façon de les créer, il faut passer par la fonction rectMode ou ellipseMode pour changer respectivement le mode de création d'un rectangle ou le mode de création d'une ellipse. Il existe 4 modes. Le premier mode est corner. C'est le mode utilisé par défaut pour créer des rectangles. Dans ce mode-là, les deux premiers paramètres de notre fonction, que ce soit pour rectangle ou pour ellipse, qui sont x, y et correspondent au coin supérieur gauche de notre rectangle ou de notre ellipse. Le L et le H correspondent respectivement à la longueur et à la hauteur de notre rectangle ou de notre ellipse. Le second mode, center, correspond au mode par défaut pour la création des ellipses. Le X et le Y correspondent cette fois-ci au centre du rectangle ou de l'ellipse que nous souhaitons créer. Le L et le H correspondent toujours à la longueur et à la hauteur de notre rectangle ou de notre ellipse. Le troisième mode est le mode radius. Dans ce mode-là, X et Y correspondent toujours au centre de la forme que nous souhaitons créer, sauf que cette fois-ci, le L est la moitié de la longueur que nous souhaitons donner à notre rectangle ou à notre ellipse, et H correspond à la moitié de la hauteur que nous souhaitons donner à notre rectangle ou à notre ellipse. Enfin, le dernier mode qui est existant est le mode corners. Dans ce mode-là, les 4 paramètres correspondent au coin supérieur gauche du rectangle ou de l'ellipse, suivi du coin inférieur droit de l'ellipse ou du rectangle. Voici un exemple de programme de création de formes simples en processing. Nous commençons d'abord par créer la fenêtre. Celle-ci aura une longueur de 400 pixels et une hauteur de 400 pixels. La première forme qui est créée est une ligne. Son premier point aura comme coordonnées x égale 50 et y 50. Le second point, qui constituera donc la fin de la ligne, aura comme coordonnées x égale 350 et y égale 50. Cette ligne est affichée ici. La deuxième forme qui est créée est un rectangle, dont les coordonnées du coin supérieur gauche seront 50 pour le x, 60 pour le y, et aura une longueur de 100 pixels et une hauteur de 50 pixels. C'est le rectangle que nous trouvons ici. La troisième forme que nous avons créée est une ellipse, donc qui aura comme coordonnées 200, 200 pour le centre de son ellipse, et aura une longueur et une hauteur équivalente de 50 pixels. Cette ellipse est affichée ici.
Puis nous choisissons de changer le mode création du rectangle et nous passons sur Corners, c'est-à-dire que cette fois-ci, les deux premiers paramètres qui sont donnés à un rectangle constituent le coin supérieur gauche de notre rectangle, alors que les troisième et quatrième paramètres qui sont donnés à notre rectangle sont pour le coin inférieur droit de notre rectangle. Nous retrouvons ainsi ce rectangle ici, où 300-300 correspond à ce point-là, et 350-350 correspond à celui-ci. Enfin, nous réalisons une dernière ellipse, celle-ci aussi en changeant de mode, et en passant par le mode radius, c'est-à-dire que le premier point correspond toujours au centre de l'ellipse, donc en 100-300, donc ici, et nous lui donnons comme longueur 50, qui correspond au rayon pour la longueur, et 50 qui correspond à la demi-hauteur de notre ellipse. Donc l'ellipse est représentée ici. Passons maintenant à la création de formes plus complexes. La première est l'arc. Un arc est une ellipse à laquelle nous enlevons une partie. La fonction arc a besoin de 6 paramètres. Ces 4 premiers paramètres sont les mêmes que ceux de la fonction ellipse, c'est-à-dire x0, y0 qui correspondent aux coordonnées du centre de l'ellipse, suivi de la longueur et de la hauteur. Enfin, les deux derniers paramètres, début et fin, correspondent à l'angle de début et à l'angle de fin de la partie que nous souhaitons enlever. Début et fin représentent les angles formés avec l'axe des abscisses. Ils sont exprimés en radians. Leurs valeurs sont donc comprises entre 0 et 2π. La seconde forme est le triangle. La fonction triangle a besoin de 3 points. Ce sont les 3 sommets de notre triangle. Donc à la fonction triangle, nous lui donnons successivement les coordonnées des 3 sommets du triangle que nous souhaitons former. De la même manière, un quadrilatère peut être créé à l'aide de la fonction quad. Pour cela, nous allons lui donner successivement les coordonnées des 4 coins constituant les 4 sommets de notre quadrilatère. Voici un exemple de programme processing présentant la création des 3 formes complexes que nous venons de voir. Tout d'abord, comme pour les autres programmes, vous remarquerez que nous commençons par créer la fenêtre, cette fois-ci de 400 pixels de long et seulement 200 pixels de haut. Nous commençons donc par créer un arc dont le centre sera situé aux coordonnées 100-100, aura une taille de 50 pixels de long, 50 pixels de haut. Pi sur 6 représente ce point ici, qui représente le début de la partie que nous souhaitons supprimer, et 11 pi sur 6 représente le point de fin de la partie que nous souhaitons supprimer. Suite à cela, nous créons un triangle et un quadrilatère, qui sont respectivement représentés ici et ici sur notre exemple. En plus des formes géométriques que nous venons de voir, il est possible de créer des formes libres en processing. Pour cela, nous devons commencer par utiliser la fonction beginShape pour dire que nous allons commencer une nouvelle forme. Puis, pour chacun des points constituant notre forme, nous devons utiliser la fonction vertex, à laquelle nous passons les coordonnées des points qui vont constituer notre forme libre. Une fois que tous les points ont été définis, nous allons utiliser la fonction endShape pour dire que cette forme est terminée. Si nous souhaitons que le dernier point soit relié au premier point, nous allons passer le mot close à la fonction endShape pour que le dernier point soit relié au premier point. Voici un exemple de programme processing qui définit une forme libre qui va donc représenter une étoile. Donc les différents points constituant notre étoile sont représentés ici par autant de fonctions vertex, chaque fonction vertex représentant un point de notre étoile. Une fois que nous avons terminé de représenter tous les points de notre étoile, nous fermons notre forme avec close pour que le dernier point de notre étoile soit relié au premier point de notre étoile. Il est aussi possible d'afficher du texte en processing. Pour cela, nous allons utiliser la fonction texte. La fonction texte a besoin de 3 paramètres. Le premier paramètre est le texte que nous souhaitons afficher. Celui-ci doit être mis entre guillemets. Le x0 et y0 qui sont donnés ensuite correspondent au lieu où nous souhaitons afficher le texte. Il est possible de modifier la taille du texte qui sera affiché. Pour cela, nous allons utiliser la fonction textSize, à laquelle nous donnerons en paramètre la taille du texte que nous souhaitons pour afficher notre texte. Enfin, il est possible aussi d'aligner le texte horizontalement. Aligner le texte horizontalement veut dire que nous allons positionner notre texte par rapport aux coordonnées que nous lui avons données lors de la création, soit en le positionnant à gauche, au centre ou à droite par rapport au lieu que nous lui avons donné au début. Il est possible aussi d'aligner le texte horizontalement et verticalement avec la fonction textAlign qui va prendre 2 paramètres, align x donc pour left, center et right pour dire comment nous allons positionner horizontalement
notre texte, et aussi avec aligné Y, qui va pouvoir prendre trois valeurs, bottom, center ou top, qui va définir comment nous allons positionner notre texte verticalement par rapport au x0 que nous lui avons donné en paramètres. Voici un programme processing vous montrant différentes manières d'afficher un texte en fonction de l'alignement que nous lui donnons. Pour cela, nous avons commencé par afficher un certain nombre de lignes, ceci nous permettant de pouvoir positionner les différents textes que nous souhaitons afficher en fonction des intersections des lignes que nous lui avons données. Donc le premier texte qui est affiché, qui est donné ici et qui était affiché tout en haut, vous pouvez voir que par défaut, le texte est aligné à droite de la ligne et au-dessus de la ligne auquel il fait référence. Lorsque nous lui donnons un seul paramètre pour texte à ligne, ici center ou right, vous voyez que le texte va être centré horizontalement ou va être affiché à gauche de la position qui lui était donnée initialement. De la même manière, texte à ligne avec deux paramètres va vous donner d'abord le premier paramètre pour l'alignement horizontal et le second pour l'alignement vertical. L'affichage de bonjour ici est représenté ici. Vous voyez que le texte est aligné donc à droite par rapport à son lieu d'origine et centré par rapport à la ligne horizontale qui lui est donnée. De la même manière, center représenté ici va être affiché centré sur le point d'origine qui lui était donné à la base. Et ainsi de suite pour les différents exemples qui vous sont donnés par la suite. Mettons maintenant un peu de couleur dans nos dessins. Sachez tout d'abord qu'il existe différents espaces de couleurs utilisables en processing. Il y a notamment RVB pour rouge, vert, bleu, que vous trouverez généralement sous le nom de RGB en anglais. De même, il existe TSV pour teinte, saturation, valeur, ou en anglais HSB. Pour nos exemples, nous avons choisi d'utiliser l'espace de couleur RVB, car les couleurs y sont simplement définies par trois valeurs correspondant au taux de rouge, de vert et de bleu dans la couleur. Chaque valeur est un entier compris entre 0 et 255. Par exemple, si vous souhaitez définir une couleur rouge assez foncée, vous pourrez la définir en mettant la valeur 200 pour le rouge et 0 pour le vert et le bleu. De même, pour obtenir un vert assez foncé, vous pourrez la définir en donnant 150 comme valeur au vert et 0 pour le rouge et le bleu. Le bleu est défini de la même manière, en mettant une valeur élevée pour le taux de bleu. Notez que si vous mettez des valeurs supérieures à 0 pour le taux de rouge et de vert, le bleu sera plus clair. Enfin, sachez que le blanc est la couleur obtenue en mettant les trois valeurs à 255. Et inversement, le noir est obtenu en mettant tout à 0. Toutes les couleurs peuvent être ainsi obtenues en donnant un taux de rouge, de vert et de bleu, comme cet orange pour lequel nous avons mis 230 pour le rouge, 150 pour le vert et 50 pour le bleu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les couleurs ou trouver le code couleur pour la couleur que vous souhaitez prendre, rendez-vous sur la page petitboutdecode.fr/couleur.html où vous trouverez des informations complémentaires et un outil pour vous aider à composer vos couleurs. Enfin, sachez que vous pouvez rendre plus ou moins transparente votre couleur. Pour cela, il vous faut ajouter un quatrième paramètre à votre couleur, qui est le alpha. Ce alpha a aussi une valeur comprise entre 0 et 255 pour définir le taux de transparence de votre couleur. Maintenant que vous savez construire vos couleurs, nous allons voir comment nous pouvons les appliquer en processing. Tout d'abord, vous pouvez changer la couleur de fond de votre fenêtre. Pour cela, vous avez la fonction background qui va prendre trois paramètres pour le taux de rouge, de vert et de bleu. Ces trois paramètres seront donc des entiers compris entre 0 et 255, comme nous les avons vus précédemment. De la même manière, vous pouvez modifier le contour d'une forme. Pour modifier la couleur du contour, vous utiliserez la fonction stroke avec ces mêmes trois paramètres pour le rouge, le vert et le bleu. Si vous souhaitez que ce contour soit légèrement transparent, vous pouvez rajouter le quatrième paramètre pour le alpha avec une valeur aussi comprise entre 0 et 255. Enfin, si vous souhaitez ne pas mettre de contour pour une forme, vous pouvez utiliser la fonction noStroke qui à ce moment-là supprimera complètement le contour de votre forme. De la même manière, vous pouvez remplir avec une couleur la forme que vous souhaitez dessiner. Pour cela, vous utiliserez la fonction fill avec les trois paramètres R, V et B pour le taux de rouge, de vert et de bleu, et donc avec des entiers compris entre 0 et 255. De la même manière que pour stroke, vous pouvez rajouter un quatrième paramètre pour le alpha pour donner une transparence à votre couleur. Enfin, si vous ne souhaitez pas avoir de couleur pour le fond de votre forme, vous pouvez utiliser la fonction noFill qui enlèvera toute couleur pour le fond de votre forme.
Voici un exemple de programme processing utilisant la couleur. Tout d'abord, nous avons défini la couleur de fond de notre fenêtre en utilisant la fonction background. Pour cela, nous avons utilisé un taux de bleu de 255 et des taux de rouge et de vert assez élevés pour obtenir un bleu clair. Ensuite, nous dessinons le rectangle. Pour cela, nous commençons par définir la couleur de contour avec la fonction stroke. Puis, nous définissons la couleur de fond de notre rectangle avec la fonction fill. Vous noterez que dans les deux cas, le taux de vert est la valeur la plus élevée, ce qui donne à notre rectangle cette couleur verte. Pour la fonction fill, les taux de rouge et de bleu sont aussi supérieurs à 0, ce qui lui donne une couleur plus claire que la couleur de contour. Ensuite, nous dessinons notre arc. Nous avons choisi de ne pas lui mettre de contour, donc nous utilisons la fonction noStroke, et avec la fonction fill, nous définissons la couleur jaune. Enfin, pour le triangle se situant en bas, nous avons cette fois-ci décidé de ne pas utiliser de couleur de fond, et nous avons simplement défini sa couleur de contour avec un taux de rouge supérieur au taux de vert et de bleu, ce qui lui donne cette couleur bordeaux. Vous pouvez également modifier les bordures d'un objet. Tout d'abord, sachez que vous pouvez lisser les bordures en utilisant la fonction smooth. D'autre part, vous pouvez modifier l'épaisseur des bordures d'un objet en utilisant la fonction stroke weight avant de définir votre objet. Par défaut, l'épaisseur des bordures d'un objet est de 1. Ici, vous pourrez définir l'épaisseur de votre objet en utilisant un réel qui aura une valeur plus ou moins grande selon l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre objet. De même, vous pouvez modifier le type de jointure entre bordures. La fonction stroke join vous permettra ainsi de définir quel type de jointure vous souhaitez entre deux segments. Si vous utilisez le type meter, la jointure entre les segments sera de type pointu. Si vous utilisez bevel, la jointure sera légèrement cassée, et round, vous aurez une jointure arrondie entre deux segments. Enfin, vous pouvez modifier le type des extrémités des bordures en utilisant la fonction stroke cap. En utilisant round, vous aurez des extrémités de bordure arrondies. Si vous utilisez square ou project, à ce moment-là, les extrémités seront carrées. Ici un exemple de programme processing illustrant les différents types de bordures. Tout d'abord, nous avons utilisé la fonction smooth pour que toutes les bordures soient le plus lisses possible. La fonction nofill a été utilisée pour que le rectangle que nous définissons plus bas n'ait pas de couleur de fond. Ensuite, nous utilisons stroke join avec le type round pour que tous les coins de notre rectangle soient arrondis. Puis nous utilisons stroke weight avec une valeur de 8 pour l'épaisseur des bordures de notre rectangle. Une fois le rectangle défini, nous passons aux deux lignes qui sont définies à l'intérieur en réduisant un petit peu l'épaisseur de ces lignes-là en utilisant stroke weight et avec la valeur de 6. Puis nous prenons la fonction stroke cap avec round pour que les extrémités de nos lignes soient arrondies. Sachez que si vous effectuez une modification de style, que ce soit pour la bordure ou pour les couleurs, cela va impacter tous les objets que vous allez créer après la modification, et ce jusqu'à la prochaine modification du même type. C'est-à-dire que si vous effectuez une modification sur l'épaisseur de la bordure, cette épaisseur de bordure sera valable pour tous les objets que vous créerez ensuite, jusqu'à la prochaine modification de l'épaisseur de la bordure. Cependant, si vous souhaitez faire une modification pour un temps donné, par exemple simplement pour un objet, vous avez la possibilité d'encadrer une modification. Pour cela, on va ouvrir une parenthèse de modification en utilisant la fonction pushStyle, dans laquelle nous allons définir la modification que nous souhaitons faire, les objets qui vont être impactés par cette modification, et une fois cette modification terminée, nous refermerons la parenthèse de modification en utilisant la fonction popStyle. Voici un programme processing illustrant la portée des modifications que nous allons effectuer. Tout d'abord, nous commençons par définir une couleur de fond pour nos objets. Celle-ci est définie à jaune. Les 4 rectangles qui suivent seront de couleur jaune, car il n'y a pas eu de nouvelle modification de cette couleur de fond. Puis nous définissons une nouvelle couleur de fond, à rouge cette fois-ci, mais celle-ci n'impactera que les 2 rectangles qui la suivent, car cette modification de style est encadrée par pushStyle et popStyle, qui fait que cette modification ne sera valable que pour les objets se trouvant à l'intérieur de ces 2 fonctions-là. Une fois cette modification temporaire effectuée, les objets se trouvant ensuite reprendront la couleur de fond définie précédemment, celle qui était définie tout en haut. Puis nous définissons une nouvelle couleur de fond, cette fois-ci à vert. N'étant pas encadrée par pushStyle et popStyle, celle-ci sera appliquée pour les objets suivants, c'est-à-dire pour le rectangle ici, ainsi que les 3 autres rectangles définis encore après.
Cependant, les deux rectangles suivants auront, en plus de la modification de la couleur verte, une épaisseur de contour qui sera supérieure, avec une valeur à 5 pour l'épaisseur, et un contour qui sera blanc, défini par la fonction stroke. Cependant, cette modification ne s'appliquera qu'à ces deux rectangles, car encore une fois, ils sont encadrés par les fonctions pushStyle et popStyle, qui fait que ces deux rectangles auront seulement ces modifications-là. Une fois sorti de la fonction popStyle, le rectangle d'après reprendra les modifications qui avaient été définies avant la modification avec pushStyle et popStyle. Enfin, nous définissons une nouvelle couleur, cette fois-ci à bleu pour le fond de nos objets, et les 4 objets suivants, donc nos 4 rectangles de la dernière ligne, seront donc en bleu. Enfin, sachez que lorsque vous allez créer plusieurs objets, les formes seront affichées dans l'ordre des instructions, c'est-à-dire que la dernière sera toujours affichée au-dessus. C'est-à-dire que si une autre forme est déjà affichée au même endroit, elle sera cachée par la nouvelle. Par exemple, dans le cas suivant, le premier rectangle à être affiché est le rectangle bleu. Puis nous créons un rectangle vert qui va être superposé par-dessus le rectangle bleu. Et enfin, nous créons un rectangle jaune qui va se retrouver lui-même par-dessus une partie du rectangle vert et une partie du rectangle bleu. Donc c'est le rectangle jaune qui ressortira comme étant le en entier, et les deux autres seront partiellement cachés par le rectangle jaune qui vient d'être créé. Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du dessin en processing. Vous trouverez toutes nos vidéos en informatique ou en mathématiques sur notre page petitboutdecode.fr. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être averti dès que de nouvelles vidéos sont mises en ligne. Enfin, vous pouvez aussi nous contacter pour nous demander des informations complémentaires ou nous faire part de vos remarques en nous envoyant un mail à petitboutdecode@gmail.com. À bientôt.